Donc, nous démarrons cet enregistrement de la troisième séance du webinaire Actualité de la recherche franco-brésilienne à la BNF, qui s'inscrit donc dans le cadre de la saison croisée institutionnelle France-Brésil 2025. Je salue donc les participants déjà présents à cette séance. Aujourd'hui, nous poursuivons en partie la thématique de l'ethnographie que nous avons abordée au mois de mai avec une séance sur le séjour de Claude Lévi-Strauss au Brésil, puisque nous allons parler aujourd'hui donc des représentations afro-brésiliennes dans la photographie contemporaine et que nous allons dans un premier temps découvrir les collections de photographies de la Fondation Pierre Verger, donc photographe et ethnologue, hein, fondation donc basée à Salvador de Bahia. Et dans un second temps, nous reviendrons sur les collections de photographies contemporaines de la BNF. En tant que responsable scientifique du site France-Brésil de la BNF, je vous rappelle que vous pouvez trouver des articles en français et en portugais qui concernent Pierre Verger et la photographie, donc sur ce site. Nous avons des articles sur Ferrez, sur Jean Manzon, Marcel Gautreau, qui était un ami de Pierre Verger, sur les fonds du musée Albert Kahn et aussi sur les fonds de la Fondation Pierre Verger. Il me paraît difficile de débuter cette séance sans rendre hommage au grand photographe et reporter de légende brésilien qu'était Sébastien Salgado, disparu le 23 mai dernier à Paris et dont la BNF possède de nombreux tirages photographiques entrés dans les collections dès le milieu des années 70. Pour la séance d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alex Baradel, tout d'abord, directeur culturel de la Fondation Pierre Verger à Salvador. Alex a organisé le fonds d'archives photographiques de cette institution et réalisé de nombreuses expositions consacrées à l'œuvre photographique et à la vie de Pierre Verger, notamment au Brasil de Pierre Verger en 2005, Pierre Verger, Percurso in Memoria en 2022 et Fatumbi en 2025, pour n'en citer que quelques-unes. Il est aussi co-auteur de Pierre Verger, Un pont au-dessus de l'Atlantique, regard sur les cultures afro-américaines du plateau des Guyanes et de l'Amazonie, paru en 2009. Et donc, il a aussi écrit un article pour le site France-Brésil que vous pouvez voir, dont vous pouvez voir un extrait en ce moment sur le diaporama. À ses côtés, Héloïse Conesa, que nous voyons, conservatrice du patrimoine, chef du service de la photographie au sein du département des estampes et de la photographie sur le site Richelieu de la BNF. Également donc contributrice de nombreux livres photographiques, co-commissaire d'expositions d'envergure à la BNF, dont notamment la récente La France sous leurs yeux, 200 regards de photographes en 2024. Nos deux intervenants se sont rencontrés à plusieurs reprises en France et au Brésil grâce à des programmes d'échange professionnels. Nous nous connaissons tous les trois, donc ne soyez pas étonnés si nous nous tutoyons, bien sûr. Je vais à présent laisser la parole aux intervenants, remercier toutes les personnes présentes et j'arrête le partage d'écran pour laisser les collègues prendre le relais. Je vous remercie. Merci Maude pour cette introduction. Alors je lance le euh, PowerPoint de notre côté. Est-ce que vous le voyez tous correctement? Oui. Oui? Oui, Parfait. oui, c'est très bien là, en grand Eh écran. bien, Alex, la parole est à toi. Merci beaucoup, Maud, pour cette invitation. Merci aussi, Loïse, pour m'accueillir de nouveau à la Bibliothèque nationale, puisque nous connaissons une relation entre la Fondation Pierre Verger et la Bibliothèque nationale. Donc, effectivement, je vais parler très brièvement de la façon dont Verger traite la représentation afro-brésilienne dans son œuvre. Pour ce faire, je vais juste introduire un peu
hein, au cas où les gens qui regardent ce webinaire ne le connaissent pas du tout, quel était l'état de la photographie brésilienne sur cette question lorsqu'il est arrivé au Brésil dans les années 40? Donc, dans un livre qui s'appelle O Negro na Fotografia Brasileira no século XIX, Georges Hermakoff dit que les personnes afrodescendantes, en comparaison aux personnes d'origine européenne, étaient très peu photographiées. La plus grande partie de ces photographies étaient réalisées dans un objectif commercial, images de personnes noires vues comme curiosité, destinées à être vendues à des étrangers, principalement européens, toujours attirés par l'exotisme tropical. L'étude scientifique est un autre aspect de cet ensemble d'images. Et divers photographes ont produit d'images qui présentent des scènes de vie au quotidien, hein, des enfants, donc, comme sur cette image, des nourrices, des porteurs de litière, des travaux aux champs ou aux mines, et des esclaves posant à côté de leur maître. Ici, dans le cas, le propre fils de Marc Ferrez, hein, Marc Ferrez qui est un des photographes les plus connus au Brésil, qui n'a pas photographié que ces questions. Donc, c'est important de considérer que peu de personnes, lorsque Verger, ça c'était pour le 19e siècle, mais ça a continué jusqu'à à la période de la Seconde Guerre mondiale. Et quand Verger arrive au Brésil, pour la première fois en 1941, c'est à peu près la même chose qui existe. Et on peut généraliser cela à la façon de représenter les cultures occidentales, non occidentales dans le monde. Verger a commencé à photographier en 1933. Donc Pierre Verger est né en France dans un milieu bourgeois et à partir des années 30, quand il a 30 ans, il a commencé à photographier et à voyager un peu dans le désir de rencontrer d'autres façons de vivre, d'autres cultures. Et Verger, déjà à cette époque, dans les années 30, avant d'arriver au Brésil, c'est une personne qui avait déjà une autre vision de photographier ces cultures, que ce soit en Afrique, euh, alors qu'à l'époque, quand Verger commence à photographier, on est à l'époque de Tintin au Congo. C'était vraiment une époque de l'exposition coloniale. C'est une époque où la vision prédominante de ces autres sociétés est extrêmement remplie de préjugés, comme on peut le voir sur cette image et comme on le retrouve dans Tintin au Congo. Et Verger, quand il commence à réaliser ses photographies avant d'arriver au Brésil, il a déjà un regard complètement différent. Il s'intéresse au quotidien des gens avec des photographies dans lesquelles transparaît beaucoup de respect, voire de valorisation des personnes, des sociétés qu'il rencontre. Donc là, on voit une photographie qu'il a fait en 1936 en Afrique. Hein. Donc Verger, avant d'aller au Brésil dans les années 40, n'avait aucun lien avec le Brésil, n'avait aucun lien avec les cultures afrodescendantes, hein, ce qu'il fera par la suite. Donc il parcourt le monde et il réalise ce type de clichés, hein, alors qu'à l'époque, quand on voit des personnes, des cultures asiatiques, africaines, polynésiennes ou sud-américaines, en général, ce sont surtout des images empreintes de préjugés ou des images de visite d'une personnalité européenne dans ces lieux. Donc, après avoir parcouru un peu le monde, Verger arrive au Brésil, d'abord à Rio en 1941, et donc il photographie le quotidien des gens qu'il rencontre avec le même naturel et avec le même respect qu'il photographiait ces autres pays que je viens de vous montrer dans les photographies précédentes. Il se trouve que la culture brésilienne dans les régions où passe Pierre Verger est avant tout composée de personnes afrodescendantes. C'est le cas à Rio, mais c'est surtout le cas à Salvador et à Recife, où Verger arrive après la Seconde Guerre mondiale en 1947. Et dans ces villes, Verger continue à photographier le quotidien des gens, ce qui à l'époque n'était une chose pas du tout commune. Lorsque l'on voit les photographies de Pierre Verger aujourd'hui, elles peuvent sembler d'être d'une thématique très classique, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Donc, des photographies de scènes de rue, des photographies de ports, euh, toujours avec cette représentation de l'homme qui est très spécifique à Pierre Verger, euh, des photographies de ports, des photographies d'éléments culturels typiques comme la capoeira à Salvador, des photographies de marché. Verger, c'était une personne
vous allez voir par la suite, qui a été énormément publié, que ce soit en Europe en avant-guerre ou au Brésil à cette époque, mais ce n'était pas un photographe qui avait, comment dire, des pauta en portugais, je sais plus comment dire en français, enfin, qui n'était pas chargé par un, un éditeur de lui dire, il faut que tu photographies ceci, il faut que tu photographies cela. Verger faisait ses voyages à sa guise, allait dans les endroits dans lesquels il désirait aller, et se lever le matin, prenait son Rolleiflex et parcourait les rues sans objectif prédéterminé et en se rendant la plupart du temps dans des lieux où se trouvaient les gens au travail ou les gens dans des conditions de fête, comme c'est le cas sur ces photographies. Et donc, c'est par conséquent ce qu'il photographiait. Donc ça, c'est des photographies de carnaval. C'est un des premiers photographes à avoir photographié de façon assez approfondie le carnaval, par exemple, ou la capoeira, qui aujourd'hui sont deux thématiques ultra classiques et qui est très mise en avant pour des raisons touristiques à Salvador ou dans les médias locaux, mais qui à l'époque n'était pas du tout reproduite. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que justement Pierre Verger, quand il arrive au Brésil à cette époque, il a un contrat avec une revue qui s'appelle O Cruzeiro, qui est une revue qui correspond un peu à Life ou Paris Match en France, hein, c'est-à-dire une revue qui a commencé dans les années 42-43 à utiliser de façon importante la photographie. Sauf que la plupart des reportages à l'époque qui étaient publiés dans cette revue, c'était des reportages à caractère événementiel, hein, la visite de la reine d'Angleterre, la finale d'un match de foot, des faits divers, mais très peu de reportages, de photographies sur la vie populaire. Et Verger est le premier ou un des premiers photographes hein, à avoir été publié et présentant justement ce genre de photographie que l'on a vu et que l'on voit ici sur certaines pas premières pages, certaines premières pages des articles publiés avec des photographies de Pierre Verger. Donc, les mêmes thématiques que je vous ai montrées auparavant, hein, le Frévo, et vous verrez que c'est tous de culture populaire, et en fait, c'est tous sur la culture afro-brésilienne, puisque dans des villes comme Recife ou Salvador, 80% des gens sont d'origine afrodescendante ou métisse. Donc, le Frévo, c'est une danse du carnaval. Le maracatu, c'est un aspect du carnaval qui a une origine afro-religieuse. Euh, les marchés de Salvador sont des marchés populaires qui sont très liés aussi au candomblé, au culte afro-religieux. Les pêcheurs, les travailleurs, toutes les professions manuelles étaient aussi des personnes afrodescendantes de par l'histoire de l'esclavage. Donc, beaucoup de photographies de Pierre Verger faites sur ces cultures populaires sont publiées à l'époque dans ces revues et c'est quelque chose d'extrêmement nouveau pour l'époque. Euh, En fait, Verger a la chance d'arriver à un moment, juste après la Seconde Guerre mondiale, où le président brésilien de l'époque, Getúlio Vargas, souhaite affirmer l'identité brésilienne et à travers cela, il veut affirmer ce qui fait la spécificité de cette culture. Donc, ses sous-parties culturelles, les gauchos dans le sud, la partie indienne dans le nord, et aussi la culture afro-brésilienne. Avant la Seconde Guerre mondiale, le candomblé est interdit, les gens ne s'intéressent pas beaucoup à la samba, la capoeira était complètement méconnue, et ces thématiques vont commencer devenir importantes dans les médias à partir de 1946, et Verger est un des premiers qui va les reproduire. Donc, pendant ces premières années, dans sa première année peut-être dans le nord-est brésilien, Verger réalise le même type de photographie qu'il réalisait dans d'autres pays qu'il avait traversés. D'ailleurs, Verger, au début, ne pense pas qu'il va rester à Salvador, sauf que très rapidement, il s'immerge dans le monde des cultures afro-brésiliennes. D'une part, le candomblé à Salvador, mais aussi les changos de Recife, qui sont moins connus parce que ça a pratiquement disparu. Et il commence à les photographier. À l'époque, Verger était seulement un voyageur. Verger n'avait pas du tout une vision scientifique de son travail. Il n'avait pas eu son bac. Verger n'avait pas fait d'études. Hein, et c'est à partir du moment, en fait, où il va se focaliser sur les cultures, sur les religions, pardon, afro-brésiliennes,
qu'il va commencer progressivement à écrire. Et en fait, le fait de ne plus être ce photographe voyageur qui n'avait pas de thème spécifique quand il errait dans les rues, et le fait de commencer à avoir, à souhaiter mieux comprendre euh, comment existaient ces religions afro-brésiliennes, quelles étaient leurs origines, ça va avoir des conséquences assez importantes sur son œuvre photographique, puisque d'abord c'est cette thématique qui va devenir centrale et unique à partir de la fin des années 40 les années 70. La photographie de Verger va se consacrer exclusivement aux religions afro-brésiliennes, afro-américaines et leurs origines en Afrique. Et donc, sa photographie va avoir un autre caractère. Déjà, il va faire plus souvent des photographies posées, hein. Ce sont moins des photographies spontanées, de plus en plus de photographies qui sont pensées, comme cette photographie de Maï Senhora, qui est un classique, qui est très très connu à Salvador, et qui montre une mère de Saint qui était très liée à Pierre Verger, et qui est très connue dans le monde du candomblé. Il va faire aussi énormément de photographies de flash, alors ce qu'il ne faisait que très peu avant, puisqu'il photographiait essentiellement des scènes de rue. Une des grandes différences entre le candomblé, où les cultes afro-brésiliens et leurs origines en Afrique, c'est que les cultes afro-brésiliens se déroulaient dans des espaces fermés, souvent la nuit. C'est sans doute dû au fait que pendant très longtemps, c'était des cultes qui étaient interdits, hein, donc ils ne pouvaient pas se réaliser dans des espaces publics et ouverts, alors qu'en Afrique, ils se déroulent dans des espaces ouverts. Donc pour photographier de nuit des cérémonies, il était obligé d'utiliser le flash, ce qu'il faisait très peu auparavant. Et aussi de plus en plus de photographies de caractère, je dirais, documentaire, anthropologique, qu'il faisait pour illustrer les textes qu'il va commencer à écrire à partir des années 30. Pardon, à partir des années 50. Donc, son rapport à l'image se modifie. Euh, Verger, avant de photographier le candomblé, euh, n'écrivait très peu. S'il existe des textes publiés avec les photographies de Pierre Verger avant qu'il s'intéresse aux religions afro-brésiliennes, très peu de textes, enfin, ces textes ne lui sont pas attribués. Et c'est en fait qu'à partir du moment où il va commencer à écrire, à photographier et à s'intéresser à ces questions, qu'il va commencer à écrire, commencer à faire attention aux légendes qui accompagnent ces images. Avant aussi de photographier ces religions, Verger était surtout un voyageur et qui vivait grâce à la photographie, parce que surtout dans la guerre, il avait une agence photographique, agence photo, qui publiait ses images comme elle le souhaitait. Et après la Seconde Guerre mondiale, donc il y a un peu la revue au creuset, mais très rapidement, il va diffuser ses photographies d'une autre façon. Et en fait, la photographie va être une façon directe euh, de se communiquer avec les gens qu'il rencontrait, soit en Afrique, soit au Brésil, puisqu'il va commencer à faire d'incessants voyages entre les deux continents à partir de la fin des années 40. Et quand il voyageait, il transportait toujours avec lui des tirages qu'il faisait lui-même. Et ce sont ces tirages qu'il présentait aux, aux personnes qu'il rencontrait au Brésil ou en Afrique. Il montrait en Afrique les survivances des cultures africaines dans le Nouveau Monde, l'existence de cérémonies et de cultures très fortes. Et au Brésil, il montrait quelle était l'origine de ces cultures. Donc, soit directement avec les gens, et là, il a photographié des gens qui regardaient ces images, soit à la fin des années 70, il réalisait des expositions dans des contextes universitaires dans le même objectif. Verger commence à devenir un messager, un passeur, hein, à partir de cette époque. Il est, euh, il est initié en Afrique. Je vais y revenir plus tard. Et dans cette idée de messager et d'utilisation de la photographie, hein, ce qui est très intéressant, il était un pont entre certains représentants du candomblé et leurs descendants en Afrique. Il faut bien avoir en tête que la plupart des gens afro-brésiliens
au Brésil ne sont jamais retournés en Afrique. Hein. La fin de l'esclavage a donc coupé le lien direct qui existait entre le continent africain et le continent brésilien. Et Pierre Verger, au XXe siècle, a un peu recréé ce pont. Et cette image illustre bien ceci, dans le sens où l'on voit un père de Saint qui s'appelle Édouard Dijécha, donc qui est ce personnage qui se trouve en bas de la photographie. Donc c'est une photo qui a été faite à Salvador par Pierre Verger. Et derrière, donc c'est une photographie qui a été faite dans le terreau de ce père de Saint, c'est-à-dire dans le lieu où se déroulent les cérémonies religieuses. Et dans le fond, on voit des photographies qui, pour six d'entre elles, montrent la ville d'Ilesha, qui est une ville qui se trouve au Nigeria. Ce sont des photographies que Pierre Verger a faites et a données à ce père de Saint et qui montrent en fait les personnes qui sont plus ou moins les ancêtres de ce père de Saint. Et au-dessus, il y a une carte de cette ville qui a probablement pardon, aussi été donnée par Pierre Verger. Donc c'est assez intéressant de voir justement comment Pierre Verger utilisait ces photographies. Donc Pierre Verger, comme je l'ai dit, a été initié en Afrique en 1953. Là, on voit une photographie qui montre le Babalao. Hein, donc c'est un devin qui a initié Pierre Verger. Et ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement à ce que l'on pense, quand Pierre Berger a été initié, il est devenu lui-même Babalao, donc c'est un devin. Il est de nouveau né, il a reçu un nouveau nom, Fatumbi, hein, c'est pour ça que on utilise le nom Pierre Fatumbi Verger. Et, euh, et en fait, en devenant Fatumbi, il atteint un peu cette quête hein, de cette fuite du monde occidental, de cette fuite de valeurs occidentales, de cette recherche de trouver une façon de vivre, un lieu où vivre dans une société possédant d'autres valeurs. Et quand il est initié, c'est un peu l'aboutissement de cette quête. Et il devient quelqu'un qui n'est plus quelqu'un d'extérieur. Hein. Je pense que l'on peut dire que le regard de Pierre Berger sur les cultures afro-brésiliennes, comme sur la plupart des cultures qu'il a photographiées avant, c'était un regard quand même extérieur, même si c'est un regard qui est chargé de respect et qui valorise ces cultures. Mais à partir du moment où il est initié, en tout cas dans le monde du candomblé, c'est quelqu'un qui n'est plus du tout extérieur, c'est quelqu'un qui s'appelle Fatumbi, qui est considéré comme une personne appartenant à cette religion. Et du coup, il a un regard qui n'est plus du tout extérieur. Ceci dit, contrairement à ce que l'on pourrait penser automatiquement, euh, ce n'est pas à partir du moment où il a été initié qu'il a le plus photographié le candomblé et les religions afro-brésiliennes. Au contraire, ça correspond au moment où il écrit de plus en plus sur ces religions, mais il les photographie de moins en moins, ou alors d'une façon très documentaire. Et par ailleurs, il fait de plus en plus attention aux textes qui sont publiés avec ces photographies, contrairement à ce qu'il se passait auparavant. Donc, pour conclure, je pense que c'est le dernier temps. La Verger, donc, il est très important de concevoir que il a la représentation de la culture afro-descendante de la photographie Pierre Verger est une représentation extérieure à l'origine. Hein, c'est un regard étranger, mais c'est un regard étranger très sensible et dépourvu de stéréotypes, alors qu'à l'époque, ceci était très présent. C'est une personne qui affirme l'importance de la culture afro-descendante au Brésil, alors qu'à l'époque, très peu de personnes le font. Et par contre, c'est une personne qui ne décrit pas du tout les conditions de vie de ces personnes. Il, ne- il photographie les gens pour faire transparaître quelque chose de positif et non pour montrer quelque chose qui pourrait être plus négatif, comme Salgado, par exemple, Mm. dont vous parliez. Euh, donc, à l'époque, les populations afro-brésiliennes étaient, alors, je sais pas si on dit invisibilisées, Oui, oui, tout à fait. invisibilisées, Tout à fait. j'ai peur mon français. Et Verger leur donne de la visibilité, mais sans les décrire dans leur contexte social, euh, ce qui, à l'époque, forcément, était une chose qui n'était pas connue et qui, de nos jours, est une tendance. C'est-à-dire que aujourd'hui au Brésil, ne montrer que l'aspect
festif des cultures afro-brésiliennes, leur quotidien, ça serait un peu dérangeant parce que ça serait oublier toutes les autres aspects de la société qui est encore raciste, qui est encore, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des conditions difficiles et qui sont très importants. Euh, mais l'engagement donc politique politique dans le sens assez large du terme de Pierre Verger réside plus dans la défense de ces cultures africaines, ce qu'il a fait à partir de ses photos et ensuite à partir de ses ouvrages qui ont plus ou moins un caractère anthropologique. Donc voilà, en gros, ce que je souhaitais dire sur ces questions. Je vais te laisser ma Merci. place. Merci beaucoup, Je suis en Alex. premier plan. Merci Alex pour cette synthèse très claire et ces images de toute beauté. Oui, et qui est une très bonne introduction aussi à la suite donc de la présentation. Alors en préambule, je souhaitais rappeler que peut-être quelques chiffres pour dire que la collection de photographies brésiliennes contemporaines de la BNF est la plus importante au niveau national. Et donc en 2015, notre fonds photographique brésilien contemporain comptait 533 tirages d'une quinzaine d'auteurs. Et nous conservons aujourd'hui 1386 tirages de près de 70 photographes, auxquels il faut ajouter une dizaine de livres d'artistes, soit un enrichissement en 10 ans de 853 épreuves, dont 98 entrées et 755 par achat via le mécénat de Denise Zanet, qui est la fondatrice franco-brésilienne à la fois de la société Métropole, mais aussi d'Initial Labo, qui est un laboratoire et un centre photographique à Boulogne-Billancourt. Et donc, elle nous mécène ces acquisitions de photographies brésiliennes contemporaines depuis 2019 maintenant. Alors, parmi les axes d'acquisition sur ce fonds photographique brésilien contemporain, la question de la représentation des afro-descendants au Brésil est très importante, tout comme celle également de la représentation des communautés indigènes d'Amazonie. Et en effet, dès les années 1970, Jean-Claude Lemanie, qui était alors le conservateur pour la photographie contemporaine et qui est resté à ce poste jusqu'en 1996 et à qui on doit le développement latino-américain de la collection, a acquis par exemple le travail de Maureen Bisilia et de Sebastião Salgado sur les Indiens d'Amazonie. Dans les années 70, l'exil en France de l'écrivain américain James Baldwin, dont la pensée explore les non-dits et les tensions sous-jacentes autour des distinctions raciales, mais aussi sexuelles et de classe sociale au sein des sociétés occidentales, et que l'on voit ici portraituré par le photographe brésilien Alessio de Andrade, sensibilise également Le Mani à cette question de la représentation de la communauté noire. Ainsi, il intègre aux collections les travaux des photographes brésiliens et brésiliennes Regina Vater, Stefania Abril, mais également Cristiano Mascaro ou Ner Benedicto, qui ont à cœur de montrer cette présence d'afro-descendants au Brésil, notamment, comme l'a rappelé aussi Alex, qui composent en fait la classe populaire dans les villes brésiliennes. Alors, je souhaite ici préciser une chose importante, c'est que les photographes qui vont être ici commentés et qui abordent la question afro-brésilienne aujourd'hui, ces photographies ont pu être réalisées à la fois par des photographes eux-mêmes afro-descendants, ainsi que par des photographes qui ne sont pas du tout issus de cette communauté. Alors, le travail dans les années 70 à 2000 des portraitistes Afonso Pimenta et João Mendes, dont les archives ont été redécouvertes et sont aujourd'hui diffusées à travers un vaste projet, Retratistas do Moro, qui a été lancé par Guillermo da Cunha en 2015
témoigne de la vie quotidienne et des événements marquants à Aglomerado da Serra, qui est la deuxième plus grande favela du Brésil, à Belo Horizonte. Alors, ce projet que peut-être certains d'entre vous ont pu découvrir à l'Institut pour la photographie de Lille, où il était présenté eh bien, cet automne, je crois. Ce projet vise à porter un regard critique sur l'héritage visuel collectif brésilien et à l'enrichir grâce à un travail d'identification, de préservation et de diffusion des 250 000 négatifs archivés par les photographes qui ont travaillé dans des lieux ou dans des communautés sous-représentées, voire donc complètement absents de cette mémoire collective visuelle, à commencer par la communauté afro-descendante. La série Nalona de Rogerio Reis, qui signifie donc sur la toile, puisqu'il a portraituré ces Brésiliens des quartiers populaires de Rio sur une toile en pleine rue, comme un photographe ambulant, participe aussi de la même volonté de donner une place dans l'iconographie visuelle collective aux Afro-descendants. Et chez Rogerio Reis, la question du masque, du costume, est témoin, enfin, montre aussi une volonté d'émancipation. Alors on pourrait dire que les démarches à la fois Retratistas do Moro et de Rogerio Reis sont un peu comme des séries qui vont marquer un peu la fin de l'idéal du mythe d'une société brésilienne qui serait le mythe de la société des trois races, hein, qui a été présenté dans les années 30 par Gilberto Frère comme un Brésil où finalement il y aurait des relations harmonieuses entre les communautés indigènes d'Amazonie, les immigrants européens et les descendants d'esclaves afro-brésiliens. Or, on se rend compte que même si c'est une réalité, ce métissage ethnique du Brésil, eh bien, les communautés ne sont pas aussi, enfin, la relation entre les communautés n'est pas aussi fluide. Et donc, en fait, dans les années 70-80, il y a eu un mouvement noir porté par plusieurs intellectuels qui ont souhaité aussi que les afro-descendants se réapproprient de façon plus juste et plus précise leur identité africaine. Et donc cela passe par aussi toute une réappropriation historique et culturelle qui va être portée notamment par Lita Cerqueira, qui est l'une des pionnières dans la représentation des communautés afro-descendantes, avec cette série de reportages qu'elle mène sur les fêtes et la jeunesse bayanaise. C'est porté également par l'œuvre de Mario Cravonetto. Alors nous n'avons malheureusement qu'un seul tirage dans les collections de Mario Cravonetto, qui est aussi un autre photographe, grande figure de Salvador de Bahia et qui a connu Pierre Verger. Et Cravonetto s'est inspiré aussi à la fois de la culture africaine, mais aussi de la spiritualité de la ville, tant candomblé que catholique, pour nourrir son œuvre. Et donc, le travail de Cravonetto mêle la question de la représentation des corps à celle de la spiritualité. Alors précisons que dans l'iconographie, et comme le rappelait également Alex en préambule, le corps noir est souvent représenté comme un corps au travail, souffrant ou en lutte. C'est le cas par exemple de la série de Marcos Prado consacrée aux travailleurs du charbon, qui débute en 91 et qui dépeint la vie quotidienne des travailleurs
souvent noirs, dans les régions de Goiás, du Pará, du Mato Grosso do Sul et les aciéries du Minas Gerais. On observe la même attention au corps des travailleurs dans la série Mar de Homens de Roberto Linsker. Alors la question du corps renvoie aussi à celle du genre et à la place aussi de la femme noire dans cette iconographie de l'afrodescendance. Et la théoricienne brésilienne Jamila Ribeiro, qui retrouve ici la pensée portée par la théoricienne portugaise Grada Quilomba, explique que la femme noire, donc ni blanche ni homme, présente une double carence, je cite, les femmes noires sont l'autre de l'autre. Et donc, on a une double exclusion ici que traite dans sa série Marcia Charlison, qui est la série Casas às Palabras, la chasse aux mots, où elle veut montrer la violence des paroles prononcées à l'encontre des femmes, alors de toutes les femmes, mais aussi par voilà, une lecture supplémentaire à son œuvre sur les femmes afrodescendantes. Elle réunit ici des femmes de plus de 50 ans, protagonistes de leur propre histoire, qui, dans un éclairage rouge semblable à la lumière inactinique d'un laboratoire argentique, montrent symboliquement les traces que les mots stigmatisants ont laissées sur leur corps nu. Renata Felinto s'est aussi intéressée dans son travail à la violence subie par les populations noires arrivées au Brésil au XIXe siècle, et notamment à celle subie par les femmes afrodescendantes. C'est une artiste qui réalise des performances et qui fait tout un travail de photographie à partir de ces performances. Et donc, dans ce projet Askeme Habitam, elle s'est penchée sur l'histoire des femmes noires de la région du Cariri, notamment Maria Caboret, qui vivait dans la ville de Crato au XIXe siècle et qui a eu une vie marquée par la violence physique et psychologique, ce qui l'a rendue folle. Alors la représentation photographique, comme on le voit dans les collections de la BNF, la représentation photographique de l'afrodescendance met aussi en avant un certain nombre de marqueurs de la culture africaine, avec la question de la spiritualité chez Antonio Sergio Moreira, qui a photographié la nourriture dans les pratiques liturgiques afro-brésiliennes, et notamment lors des cérémonies des tereros, où les quatre forces élémentaires de la nature, eau, feu, terre et air, sont reliées au divin. Dans un autre genre de relecture de l'héritage culturel, la série Tranças, donc de Roberto Braga, montre le tressage, donc des cheveux, comme un geste reliant physiquement un corps à un autre, en utilisant ici le noir et blanc et un plan focal qui permet de réunir finalement le premier plan et le deuxième plan de façon très proche. Il accentue la similitude entre la tresse des cheveux des afrodescendants et les arabesques baroques dans les églises. Et cette similitude crée un point de tension, bien évidemment, pour relancer le débat sur le fait que le clergé faisait appel aux esclaves pour construire les églises. Et donc, 134 ans après l'abolition de l'esclavage au Brésil, Roberto Braga réalise cette série en montrant des Afro-Brésiliens qui regardent l'autel de ces églises comme une invocation à une réparation historique.
Alors, engagé aussi dans cette question de la réparation ou de la relecture de l'histoire du peuple afro-brésilien, Fernando Banzi a créé la série Typos, qui part en fait du travail du photographe germano-brésilien Alberto Henschel, connu pour l'enregistrement non seulement des paysages de Rio de Janeiro, mais aussi comme le photographe officiel de l'empereur Don Pedro II et de sa famille. Mais sa principale contribution en fait à l'histoire de la photographie brésilienne a été cet enregistrement sous la forme de portraits cartes de visite des représentants non seulement de la noblesse, des marchands européens, mais aussi des personnes d'origine africaine asservies ou affranchies dans une période antérieure à la loi Auréa et donc notamment dans les villes de Recife et de Salvador. Et Fernando Bandi va recoloriser numériquement ces portraits, manipuler les images en ajoutant des éléments signifiants comme le tissu wax ou d'autres marqueurs de paysage et permet de redonner une singularité et une certaine façon une identité à ces individus. Dans le même ordre d'idées, le travail de Géviana, dont nous conservons deux séries à la BNF, traite aussi de cette relecture. Elle part ici des scènes de Jean-Baptiste Debray pour sa célèbre publication Voyage pittoresque et historique au Brésil, qui est un ouvrage qui date de 1934-1939 et qui a fourni en fait un guide visuel de la période coloniale du Brésil. Et donc, dans un photocollage numérique, elle va retravailler, réviser l'histoire et l'iconographie. Ce travail-là est exposé actuellement à la Maison de l'Amérique latine et le sera aussi aux Rencontres d'Arles cet été. Géviana commente sa production en ces termes, je vous cite ce qu'elle dit. Mon but est de créer un chemin dans l'art d'aujourd'hui en partant de l'héritage laissé par des photographes qui ont dénoncé la vie quotidienne des grandes métropoles, des ghettos et des autochtones à travers les clichés. Je pars de des images d'archives porteuses d'un traumatisme historique concernant notre peuple et j'essaye de les retravailler en proposant des possibilités plus heureuses. Alors, s'inscrivant aussi dans un aller-retour entre mémoire et présence contemporaine, le travail du jeune photographe Caio Rosa, qu'on a accueilli l'année dernière, puisqu'il était lauréat de la résidence du prix photo de l'Alliance française de Rio, dont nous sommes partenaires depuis l'an passé a, dans sa série intitulée For Sale, décidé d'utiliser des archives de la BNF évoquant le mouvement des marchandises entre l'Afrique, l'Europe et le Brésil au XIXe siècle et de les confronter à des prises de vue réalisées à Marseille lors de sa résidence ainsi qu'à ses propres autoportraits où il se met en scène comme un esclave à vendre. Alors, la représentation des luttes est aussi importante. C'est le cas, par exemple, de Marcio Vasconcelos, qui évoque dans cette série le combat des femmes quilombola qui récoltent des noix de coco et se sont fédérées dans un mouvement afin de réguler, en fait, l'accès aux ressources naturelles dans leur territoire.
ou encore dans le travail de Alexandre Cerqueira Memoria, qui s'est intéressé aussi aux communautés quilombola du Para en photographiant ces rituels d'hommage aux morts dans les cimetières et des cimetières qui font partie vraiment de l'identité quilombo, qui sont des lieux culturels importants de recueillement et qui sont régulièrement pris pour cible par des agriculteurs désireux de s'accaparer la terre des Quilombos et aussi donc qui créent ces incendies euh, pour récupérer des terres, mais qui est aussi une volonté d'affaiblir politiquement la présence de ces communautés qui sont de plus en plus entendues par l'État, alors qu'elles ont été délaissées par les pouvoirs publics pendant de nombreuses années. Alors, la place dans la société brésilienne des afro-descendants est interrogée également sous le prisme de la précarité, des violences racistes. Dans le travail, par exemple, de Julio Bittencourt, sur la plage de Ramos, qui est une plage dans les environs de Rio, mais qui montre, en fait, qui témoigne d'une certaine forme de ségrégation raciale sur le territoire des plages, puisque Ramos est une plage polluée, c'est une plage dans la banlieue de Rio, donc une sorte qu'on appelle la piscine, et qui est finalement le contrepoint de la plage de Copacabana, où voilà, le corps blanc est beaucoup plus représenté. Et donc, à l'évidence du visage, le photographe privilégie ici le détail de l'anatomie, un pied, un torse, un buste, une main. Et en montrant ce corps noir fragmenté, il montre aussi l'image d'une collectivité qui ne fait plus corps avec lui. Dans sa série Somos Todos Alvos Aquí, nous sommes tous des cibles ici. Rogério Vieira, pardon, évoque le fait qu'au Brésil, dans certains quartiers défavorisés en périphérie des villes, lorsqu'on est pauvre avec la peau noire, eh bien, on est beaucoup plus souvent les cibles des violences policières, puisque 80% des victimes tuées par la police sont noires. Donc, Rogerio Vieira met aussi l'accent sur une autre réalité, qui est que souvent, ces jeunes noirs sont abattus et meurent parce que les policiers considèrent ce qu'ils ont dans les mains, souvent des outils, comme vous le voyez ici, une perceuse, un marteau, une torche, comme des armes, alors que ce sont leurs outils de travail quotidien. Dans la continuité de ces réflexions, la série Tombamento de Carolina Arantes s'appuie sur l'appropriation positive du verbe argotique brésilien tombar, qui signifie justement l'assassinat d'un jeune noir par la police. Une appropriation qui cherche à dire si la police nous tue, eh bien nous nous soulèverons et qui désigne aussi aujourd'hui par extension le tout mouvement des jeunes LGBT et féministes noirs brésiliens souvent des jeunes qui ont été aussi sensibilisés à leur afrodescendance et à la question de l'homosexualité lorsqu'ils sont entrés pour la première fois à l'université, puisqu'il y a des dispositifs de quotas qui permettent aussi à ces jeunes aujourd'hui d'accéder plus facilement ces études et ensuite à des postes plus importante dans la société brésilienne. Felipe Fittipaldi revient dans sa série Sénégal-Rio sur le fait que le Brésil continue aujourd'hui à être une terre d'émigration pour le continent africain. Ce n'est plus une immigration voilà, c'est une immigration économique hein, et ce sont le plus souvent de jeunes Sénégalais qui embarquent pour Rio.
Euh, Bien que le Sénégal ne soit pas en guerre, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Et Felipe Fittipaldi s'appuie sur les relations qu'il a nouées avec ces jeunes Sénégalais travaillant sur la plage de Copacabana. Alors, je voulais quand même aussi enfin, parler du racisme et de la représentation du racisme dans la photographie brésilienne comme un contrepoint à cette question de l'afrodescendance, puisque, et je voulais m'arrêter juste un instant sur le travail intitulé Americana, qui a été porté par l'artiste Giovanna Schulter Nunes, qui évoque en regard des séries précédentes, eh bien, la question de la domination des Blancs, puisque la photographe a photographié pendant plusieurs années une fête organisée chaque dernier samedi du mois d'avril dans le cimetière d'Ocampo à Santa Barbara d'Este, donc dans l'État de San Paolo, qui abrite les restes de soldats confédérés ayant fui le sud des États-Unis pour le Brésil après avoir perdu la guerre civile en 1865. Et l'empereur Dom Pedro du Brésil n'a pas seulement soutenu la cause des confédérés et leur défense de l'esclavage à l'époque, mais leur a offert des terres bon marché pour vivre au Brésil. Alors, cette fête a fini par être interdite après le Covid, mais grâce à l'action d'un mouvement local appelé UNEGRO, une organisation nationale pour les droits des Afro-Brésiliens qui luttait contre le drapeau raciste et ségrégationniste des Confédérés. Et puis pour terminer, et pour clore ce thème de la représentation des communautés afrodescendantes et plus largement des communautés invisibilité confrontée au mépris et au racisme, je souhaitais évoquer le projet Humanae, que nous conservons aussi dans les collections, initié en 2012 par la photographe Angélique Hadas. Pour ce travail, Angélique Hadas part en fait d'une recherche intime liée à son métissage, son propre métissage, et elle a choisi de répertorier sans distinction d'âge, de religion ou encore de nationalité les portraits de 4000 personnes dans 17 pays et 27 villes du monde. Elle les a photographiés selon les normes classiques de la photographie anthropologique et du portrait légal, cadrage en buste, pose et éclairage frontaux. Et elle a établi une sorte de palette humaine, avec une palette Pantone, puisque c'est aussi ça qui permet de désigner la variété des couleurs et de mettre en valeur la diversité des carnations afin de montrer aussi la continuité subtile de nos couleurs et de créer plus d'égalité que de différence. Et dans son approche humaniste, il importe moins de documenter que de faire image symboliquement et de faire le lien justement entre ces diverses communautés noires, amazoniennes ou blanches qui composent le Brésil aujourd'hui. Je vous remercie. Nous vous remercions avec Alex et nous sommes à votre disposition si vous avez toutefois des questions. Merci beaucoup, Héloïse. On va peut-être simplement arrêter le Partage d'écran. diaporama. Voilà, Voilà. merci. Alors, est-ce qu'il y a des réactions parmi nos auditeurs? Pas de questions. Alors, concernant les collections de la BNF, Héloïse, moi j'avais une question sur est-ce que ce que tu nous as décrit sur les afro-descendants du Brésil, ça peut s'appliquer à d'autres zones de l'Amérique latine en termes de photographie? Est-ce qu'on a un travail photographique, par exemple, dans les Antilles qui pourrait s'approcher? Alors sur les Antilles, on a quelques travaux. Je songe par exemple à la série donc d'une photographe vénézuélienne qui s'appelle Annabelle Guerrero et qu'on expose actuellement au musée, qui a fait un portfolio sur
les Pierrotines, donc les habitants de Saint-Pierre en Martinique, et qui évoquent en fait ces habitantes et ce métissage, et dont le portfolio est accompagné d'un texte de Patrick Chamoiseau, qui a fondé ce concept de la créolité. Après, dans les représentations, donc comme je disais en préambule, Jean-Claude Lemanny a beaucoup développé la question de la photographie latino-américaine, mais c'est vrai que c'est plutôt une photographie, comment dire, représentation des peuples d'Amazonie. Voilà, parce que le Mani était fasciné par les civilisations précolombiennes et donc c'est ce qui l'a intéressé. Alors je vois qu'il y a une question, peut-être Oui, merci. pour Merci Alex. Héloïse. Merci Je pour t'en- ces précisions. Et donc la question, donc bonjour, je suis curieuse de savoir comment Pierre Verger est perçu au Brésil, dans la communauté afro-descendante et plus généralement, et en Afrique. Donc effectivement, la réception contemporaine du travail photographique, notamment de Pierre Verger. Bon, bah, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre. Il faut demander aux communautés elles-mêmes. Mais a priori, Verger, alors pour commencer par la fin, il est très connu au Bénin, hein, parce que c'est le pays dans lequel il a vécu et il est très respecté pour ce qu'il a fait, aussi bien au niveau photographique qu'écrit. Il a participé à la création de musées. Il est très, a priori, bien, enfin, son travail est très bien vu jusqu'aujourd'hui au Bénin. Au Brésil, je pense que de façon générale, en tout cas à Salvador, le travail de Bervéger est bien reçu. Dans le monde du candomblé, il est extrêmement respecté, hein. Par contre, il existe une catégorie de personnes qui est assez critique par rapport au travail de Berger. Ce sont les personnes les plus engagées dans les mouvements civiques noirs qui peuvent lui reprocher justement de ne pas être engagé, de ne pas s'être engagé sur une dénonciation. De la condition de l'homme noir. À partir du moment où il est arrivé au Brésil, c'est pas non plus quelqu'un qui s'est engagé sur la dénonciation de la dictature. C'était pas, Berger n'était pas un photographe engagé. Donc, par conséquent, il y a peut-être certaines personnes qui peuvent être critiques par rapport à cette question. Mais je pense que c'est une minorité de personnes sur Salvador qui ont cette vision. Et puis le prix national de la photographie, il porte quand même le nom de Pierre Verger. Oui, 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 mais là, je parle plus des. Enfin, Oui, oui, je sais oui. pas, le prix de photographie Pierre Verger n'est pas attribué par des Oui, non, personnes non, bien d'origine sûr. afro-descendante. Mais c'est une question intéressante. C'est juste dommage. Verger, est un personnage très complexe. Et ce qui est dommage, c'est que parfois, il y a une tendance à argumenter des choses assez superficielles par rapport à Verger, que ce soit pour en parler de façon Mm. positive ou négative. Merci. J'espère que cette réponse convient à celle qui l'a posée. Oui, merci, nous dit-elle. On arrive à la fin de la séance. Avant que nous nous quittions, dans une semaine, à Richelieu, sur le site Richelieu de la BNF, pour les personnes qui seront à Paris, vous pourrez assister à la journée de table ronde, colloque sur la photographie brésilienne contemporaine. Il faut s'inscrire, mais voilà, c'est un accès gratuit. Et nous avons une autre question entre-temps qui apparaît. Alors, bonjour, je serais curieuse de savoir comment se fait la sélection des images dans la collection. Quels sont les critères utilisés pour choisir les photographies brésiliennes? Donc là, on s'adresse à Héloïse, bien sûr. Alors, il faut savoir que je travaille pour la sélection avec Marly Porto, qui est une historienne de la photographie, commissaire d'exposition brésilienne. On fait de la prospective toutes les deux sur la scène photographique brésilienne. Je rentre tout juste de Salvador de Bahia grâce à Alex Baradel et la Fondation Pierre Verger et l'ambassade de France qui ont permis de faire ce voyage à Salvador de Bahia et de rencontrer justement des photographes de la scène bayanaise.
pour beaucoup afro-descendants. Donc, cette question m'intéresse. Donc, pour vous dire déjà un peu le contexte et les modalités de prospective. Et après, de façon plus générale, cette prospective se fait dans un cadre qui est celui de trois grands axes d'acquisition. La représentation du Brésil aujourd'hui, donc toutes les questions d'évolution sociale et sociétale. La question de la représentation, comme on vient de voir, des communautés, notamment donc afrodescendantes, la place des Indiens, des indigènes d'Amazonie, mais aussi la représentation. Alors là, on n'en a pas encore, mais par exemple, le Brésil est la plus grosse communauté japonaise en dehors du Japon. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui nous intéresse aussi de montrer. Et puis, de façon connexe à ce deuxième thème, tout ce qui relève en fait des mémoires postcoloniales et de la réappropriation de ces mémoires. Et le troisième axe, le Brésil étant un pays presque à l'échelle enfin, presque un continent, tellement c'est grand, est un pays aussi avec des paysages extrêmement variés, avec une conscience environnementale contrastée, mais où justement c'est un peu le laboratoire de la planète. Et donc ces questions environnementales, écologiques sont aussi au cœur des axes d'acquisition développés autour de la photographie brésilienne. Voilà. Merci Héloïse. J'espère que cette réponse complète conviendra à la personne qui l'a posée. Je pense qu'on va avoir la réponse dans le chat. Oui, merci. C'est tout bon. Le moment est venu donc de nous quitter. Je vous remercie bien sûr, en particulier les intervenants, mais aussi les participants pour votre présence en ligne. On va faire une pause estivale. Et donc le prochain webinaire, la quatrième séance, ce sera le vendredi 5 septembre, toujours de 14 heures à 15 heures. Et on traitera là des présences françaises dans la presse brésilienne 19e siècle, début du 20e siècle. Il y aura trois intervenants. Il y aura notamment donc cette présence vue à travers le prisme de la mode. Il y aura aussi une intervention sur les publications françaises au Brésil plus générales. Et puis les échos français à Rio dans les livres et journaux du 19e siècle. Merci à Merci toutes et à beaucoup. tous. Merci Maud et merci à tous. Merci.